Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité de marque qu'on ne présente plus, mais je te laisse du coup te présenter pour ceux qui peut-être ne connaissent pas. Ouais, je m'appelle Jean-Michel Cohen, je suis médecin, je suis nutritionniste et j'ai accepté l'invitation d'Avicenne. Comme ça on va discuter, bavarder, essayer de vous apprendre quelques petites choses. Exactement, merci à toi d'avoir accepté. D'ailleurs je tiens à dire, très gentil, franchement t'as accepté direct, ça m'a fait super plaisir. Voilà, donc franchement, c'est super cool. Et du coup, vous vous doutez bien un petit peu de quoi on va parler. Ça va tourner un petit peu autour de la nutrition. Mais j'avais envie de me focus sur un organe sur lequel les gens ont beaucoup de questions. C'est le foie. Ouais, ok. Voilà. C'est devenu à la mode le foie parce qu'on a mis en évidence une maladie qui s'appelle la maladie du foie gras. Le terme chic, c'est le NASH syndrome. Mais en fait, c'est un foie gras et ça correspond vraiment au foie gras tel qu'on l'entend pour les animaux dont on mange les foies comme l'oie, le canard. Cette maladie, elle s'est développée avec les années parce qu'en réalité, elle est la conséquence aujourd'hui principalement des abus ou des consommations excessives de sucre et bien sûr de l'obésité puisque l'obésité va souvent avec la consommation de sucre et c'est devenu à la mode et les gens ont découvert que le foie c'était un organe qui était aussi important que le cœur qui nous focalisait tout le temps, le rein de temps en temps, la prostate pour les mecs, etc., etc. Et du coup, tu as parlé de consommation de sucre. Parce que souvent, quand les gens entendent foie gras, ils pensent instinctivement que c'est la consommation riche en graisse qui va être la cause du foie gras. Mais finalement, non, du coup. Absolument. Pendant des années, d'ailleurs, on s'est évertué, nous les nutritionnistes, à expliquer, en particulier aux médecins, que quand il y avait trop de triglycérides dans le sang, eh bien, c'était pas un problème de graisse et il fallait pas dire aux gens de supprimer la charcuterie, les viandes grasses, le beurre, les matières grasses laitières, etc. Mais qu'en fait, trop de triglycérides isolés, j'ai pas dit avec du cholestérol, dans le sang, c'était la résultante de deux choses, soit une consommation excessive d'alcool, soit une consommation excessive de sucre, soit l'association des deux, ce qui arrive aussi dans certains cas. Et dans ce cas-là, on pouvait manger toute la charcuterie de la terre qu'on voulait, pas trop, mais on pouvait en manger, mais en tout cas, il fallait abandonner complètement le sucre et on guérit relativement vite. Très, très bonne remarque parce que souvent, quand les gens viennent avec le bilan au cabinet, ils disent « Regardez mon cholestérol, docteur », parce que souvent, ça apparaît en gras, parce que le cholestérol total est au-dessus de la norme. Et quand on regarde le détail, le LDL souvent est normal, et ce qui va être monté de manière isolée, c'est les triglycérides, qui souvent vont être au-dessus de 2 grammes, etc. Et donc ça, c'est lié plutôt à la consommation riche en sucre, finalement. Voilà, en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que quand on a que des triglycérides dans le sang et pas de cholestérol, c'est vraiment sucre et alcool. Quand on a du cholestérol et des triglycérides, un peu des deux, c'est ce qu'on appelle les hyperlipémies mixtes. Et à ce moment-là, soit ça relève vraiment d'un régime, mais c'est un régime global, ça veut dire qu'on va contrôler un peu les graisses, un peu les sucres, et surtout le poids des gens. Et quand on a un cholestérol élevé, ce qui arrive de temps en temps avec un HDL élevé, il faut expliquer que le HDL, c'est comme des wagons qui transportent le cholestérol. En fait, c'est des protéines qui portent le cholestérol. Et elles décrochent, le HDL, il décroche le cholestérol des artères. Donc, il faut surtout pas toucher. Quelqu'un qui a un peu de cholestérol avec un HDL, boum, au plafond, faut pas toucher. Et ces protéines, HDL et LDL, elles sont fabriquées où? Je te laisse le dire. Le foie. Dans le foie. C'est un organe capital. Pour la digestion. D'abord, vous pouvez avoir une vésicule biliaire. Dans la vésicule biliaire, vous avez des selles biliaires, quelques enzymes qui traînent, mais c'est surtout le pancréas qui les a. Celle-là, elle vous aide à digérer. Mais surtout, le foie, c'est l'usine de transformation, quoi. C'est petit Ikea. Ça veut dire tout ce qui va arriver dans votre tube digestif, vous allez le digérer. Ça va repasser sous forme de glucose dans votre sang. Par la veine porte, ça arrive dans le foie. Et après, c'est le foie, le patron. Ça veut dire, il distribue. T'as besoin de sucre, je te donne du sucre. C'est la même chose pour les acides aminés et les protéines. Ça arrive sous forme d'acides aminés dans le foie. Et le foie, il décide de quoi faire avec. Il va faire des protéines pour les hormones, des protéines pour le cholestérol ou pour porter le cholestérol, par exemple. Et quand il y a trop de toxines, c'est le foie qui va épurer les toxines. Et donc, dans ce cas-là, il va les dégrader. Et il va se débrouiller à les envoyer ailleurs. Et il va dire, à toi de travailler le rein. Le rein, en fait, c'est l'usine qui nous permet de nous débarrasser des choses. C'est les usines de nettoyage, voilà aussi. C'est l'usine d'élimination. Du coup, pour revenir maintenant sur le foie gras. Finalement, par définition, qu'est-ce qu'on entend par foie gras d'un point de vue, je veux dire, anatomique? On a vraiment de la graisse dans le foie? Ouais.
on a de la graisse dans le foie. Ça veut dire que le foie étant débordé par les capacités de sucre, il ne peut pas garder tout le sucre. On a une limitation aux réserves de sucre. Dans ce cas-là, le foie, il va conserver les sucres sous forme de graisse et il les stocke à l'intérieur du foie. C'est le même procédé quand vous mangez du foie gras, hein, c'est la même chose. Donc on nourrit à mort les bêtes, elles fabriquent des triglycérides et ça reste dans le foie. Sauf que quand vous mettez trop de graisse dans un foie, il peut pas marcher pareil, quoi. Donc il ralentit, il travaille moins bien. Et s'il travaille vraiment moins bien, à un moment donné, ces cellules se détruisent. Donc le problème du foie gras, je peux avoir un foie gras après tout, c'est que le foie gras amènera à la cirrhose, si on laisse évoluer les choses, et les cirrhoses ont la capacité à se transformer en cancer. Donc on ne peut pas laisser traîner un foie gras. Le diagnostic du foie gras, il se fait comment? Il se fait pas sur l'élévation des triglycérides dans le sang, ça suffit pas. Vous allez voir votre médecin, il palpe le foie, il vous dit que vous avez un gros foie. En général, il demande une échographie. Et à l'échographie, on va voir gros foie, brillant, d'allure, stéatosique. Stéatosique, ça veut dire qu'il contient de la graisse. Là, le diagnostic est fait. On fait un dosage biologique. On vérifie qu'il y a des triglycérides. Et boum, oubliez les pâtisseries. Oubliez les sodas. Oubliez le sucre en morceaux. Allez, hop, c'est sans sucre complet. Justement, je reviens sur ce que tu viens de dire. Soda, pâtisserie, etc. Alors, moi, je tiens aussi à dire que souvent, les gens qui ont une élévation des triglycérides ou qui ont un foie gras ou parfois même du coup un diabète sont pas forcément, en tout cas dans ma patientèle, des gros consommateurs de pâtisserie et tout, mais consomment beaucoup de riz. Voilà, de riz, pâtes, etc. qui sont du coup, si je me trompe pas, aussi des sources d'élévation. Le rôle du foie, c'est aussi quand vous consommez des sucres. Ce qu'on appelle les sucres, c'est deux catégories de sucres, les sucres complexes et les sucres simples. Les sucres complexes, c'est les amidons, c'est les longues molécules de sucre. Mais quand vous les consommez, elles se transformeront quand même en sucre parce que le corps humain ne peut utiliser que le glucose. Donc ça sera dégradé jusqu'à arriver au glucose. Donc c'est pour ça qu'on a un problème avec le surpoids. Ça veut dire que si on mange beaucoup, à un moment donné, on peut retransformer les aliments qu'on a mangés en glucose. Ce glucose restera dans le foie sous forme de triglycérides et on peut avoir une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras. Alors on n'a pas dit que l'alcool aussi est capable de faire ça. Parce que l'alcool, quand il n'est pas éliminé, il n'y a que la chaleur on peut éliminer l'alcool que sous forme de chaleur. Si on en a trop bu, alors on va le stocker, on va le transformer également en graisse. Voilà, ça c'est le miracle du foie. Et on se demande comment on fait pour vivre avec tous ces organes qui font des tas de trucs super complexes. Et malgré tout, on arrive à vivre pas mal de temps. Mais justement, question par rapport à l'effet foie gras. Est-ce que c'est réversible? Alors, c'est complètement réversible. C'est hallucinant. Ça veut dire que si on donne un régime correct à quelqu'un, alors régime correct, c'est pas régime restrictif, hein, je le dis tout de suite. J'en profite pour dire que je me bats complètement pour le terme de rééquilibrage alimentaire, c'est un terme marketing. Tous les vrais nutritionnistes donnent des régimes équilibrés. Donc un rééquilibrage alimentaire, c'est manger équilibré. Mais si tu manges équilibré et que tu manges 3000 calories par jour, ok, tu as mangé 3000 calories par jour, c'est équilibré. Donc, on ne peut pas se contenter d'un rééquilibrage alimentaire. Quand on donne un régime, il y a forcément un effet restriction. On essaye de le faire le plus gentil possible, mais il y a un effet restriction quand même. Mais quand on donne un régime à quelqu'un pour un foie gras, la plupart du temps, il faut donner un régime légèrement restrictif. On abaisse de 200, 300, voire plus en calories et on supprime complètement les sucres, mais on garde quand même un peu de sucre lent, pas trop, simplement pour nourrir, parce que les sucres lents, ça nourrit le cerveau et le muscle. Ok, bah écoute, pour le rééquilibrage alimentaire, là, tu m'as appris un petit truc. Mais oui, non, mais ça... J'avoue que c'est un terme que j'utilise parfois en disant parce que c'est un truc hypocrite. Ouais. C'est-à-dire que le mot régime, il a été dévalué, parce qu'il y a eu tellement de conneries qui ont été faites sur les régimes, des régimes restrictifs pourris avec où je mange rien, où je mange que ça, etc. Que ça, le mot régime, il s'est dévalorisé. Mais en réalité, un régime, n'importe quoi est un régime. Si demain tu manges sans pain, c'est un régime sans pain. Si demain tu manges sans sucre, c'est un régime sans sucre. Si tu manges demain un régime hypocalorique, c'est un régime hypocalorique. Donc le rééquilibrage alimentaire, c'est le fondamental de tous les nutritionnistes. Quand je prescris un régime, je sais à peu près combien il y a de protéines, combien il y a de glucides, combien il y a de lipides, etc. Donc j'ai équilibré les choses, et vitamines et compagnie. Donc c'est un terme hypocrite. J'en profite pour dénoncer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui trichent avec ça. Ok, bah écoute, voilà, j'ai appris aussi quelque chose. Je ne l'utiliserai plus, mais en tout cas... Si, tu peux l'utiliser, mais bon, c'est d'abord rééquilibrer l'alimentation.
et ensuite prescrire ce qu'il faut prescrire. Voilà, non. Mais c'est vrai qu'on des fois on part de très loin sur l'alimentation de certaines personnes. C'est pour ça que le mot rééquilibrage parfois il est parlant auprès des personnes en disant bon, on va revenir à un régime justement normal. T'as tort de me lancer parce que là aussi c'est la même chose, tu vois, avec les légumes. Ouais. Je veux dire, les légumes c'est intéressant. Ouais. La vraie consigne pour les légumes, c'est le PNNS dont je me suis occupé. Okay. Nous, on avait dit 400 grammes de fruits et légumes par jour, okay, en essayant de les varier, le chiffre de 3 à 5 étant, nous semblait-il, le meilleur. On n'a jamais dit 5 fruits et légumes par jour, jamais. Et on n'a jamais dit que les légumes faisaient maigrir. Bien sûr, quand on mange des légumes et qu'on mange pas autre chose, bien sûr, c'est mieux. Mais 400 grammes, c'est super facile à faire. Mais je veux dire, tu prends une assiette de tomates, c'est 200 grammes. Tu prends une pomme, c'est 150 grammes, ça fait 350. Tu prends, je sais pas moi, 2 abricots, ça y est, t'as ton compte. T'as les vitamines, les minéraux, t'auras tes 25 grammes de fibres, et tout marchera bien. Donc, et là, du coup, les 5 fruits et légumes, ça sort d'où, en fait, les 5 fruits et légumes? Mais c'est la filière, c'est la filière Agrifel, la filière Aprifel, la filière des fruits et légumes, qui a saisi l'aubaine. Ça veut dire, ah ouais, les nutritionnistes ont dit, il faut manger des fruits et légumes. Ils ont pas dit 400 grammes, ils ont pas dit 3 à 5, ils ont dit, il faut manger 5. Et à un moment donné, il y a quelques années, ils ont dit, comme ils ont vu que la campagne marchait bien, ils ont dit, il faut en manger 10. Et là, toutes les ménagères de France, elles ont dit, mais vous êtes malades. C'est 10 fruits et légumes par jour. Et qui va les porter, qui va les acheter, qui va les cuisiner. Donc voilà, il faut simplifier les choses. Mais quand on a un foie gras, bon, le facteur principal, c'est équilibrer l'alimentation, c'est-à-dire pas trop de protéines, pas trop de lipides, et évidemment presque pas de sucre, mais on garde les sucres lents, et on donne un niveau calorique qui est proportionnel au poids de l'individu. Si cette personne, elle a 10 kilos en trop, on va lui donner un régime. C'est une femme aux alentours de 1500, 1600 calories par jour, c'est un homme 1800 calories. Donc on va essayer de trouver l'endroit où les gens sont à l'aise, Il faut pas qu'un régime, ça soit je suis au régime. Non, il faut que ça soit cool. Mais le foie gras, c'est la maladie du moment. En fait, elle est arrivée essentiellement avec les sodas. Je rappelle quand même qu'un soda, c'est 33 centilitres qui contiennent 12 grammes de sucre pour 100 millilitres. Donc, ça veut dire 39 grammes de sucre. C'est-à-dire qu'un soda, c'est 8 carrés de sucre, 40 grammes. C'est presque la totalité de ce qu'une femme doit prendre dans une journée. Et les 80% d'un homme. Et ça directement dans le foie. Ça passe ultra vite dans le foie. Et si le foie sait pas trop quoi en faire parce qu'il y en a trop, parce qu'il y a d'autres sucres qui vont arriver au travers des légumes, des fruits, peut-être même de quelques biscuits, etc. Bah il les stocke. Donc comme il les brûle pas, il les stocke. Ça va dans le foie. Une fois qu'il a rempli le muscle et le foie, ça reste dans le foie. Et poum, foie gras. C'est vrai que le soda c'est une cata. Il y en a qui ont une consommation. D'ailleurs, bon, j'ai jamais été, mais aux États-Unis, j'ai un pote qui est allé, il m'a dit là-bas, quand tu vas dans un fast-food, ils te donnent des bols de 1 litre. Alors, il y a quelques années de ça, il y a eu un livre qui a frappé beaucoup le monde, et il a montré l'évolution de la bouteille de Coca-Cola. La bouteille de Coca-Cola originale, elle est à 19 centilitres. Puis elle passe à 25, puis à 33, puis à 50, puis au litre. Voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Je parle du Coca. Et après, je veux dire, il faut pas croire qu'il y a que le Coca. Ouais, bien sûr. Le jus d'orange, c'est du sucre. C'est-à-dire, je vais me taper un bon verre de jus d'orange le matin. C'est 9 grammes de sucre pour 100 grammes. Si je me tape un verre de 200 millilitres, j'ai pris 3 carrés et demi de sucre. Pendant ce temps-là, on va mettre une sucrète dans le café. Donc, voilà. Donc, faut faire attention. Tout le monde n'a pas de foie gras. Mais ceux qui ont du foie gras, vous êtes obligés de le guérir. Et du coup, message important aussi que tu as dit, tu as parlé des conséquences à terme. Donc le foie gras peut dégénérer en quelque chose de plus grave. Déjà, il empêche le foie de fonctionner. Ça veut dire que l'usine d'épuration, elle marche moins bien. Elle délivre moins bien les toxines aux reins. Elle fabrique moins bien les protéines pour se débarrasser du cholestérol. Elle a d'autres fonctions. Dans le foie aussi, on produit aussi des vitamines. Donc tout marche moins bien. Par contre, le foie lui-même deviendra malade si on laisse évoluer. Une cirrhose, la cirrhose c'est une destruction des cellules du foie. Donc là c'est comme si au lieu d'avoir 100% de foie, je vais en avoir 80, 70, 40%. Et quand le foie se détruit trop avec des cellules pourries, pardon de l'expression, eh bien une cellule va dégénérer, elle va se transformer en cancer et on aura un cancer du foie. Et tout ça est venu d'une alimentation mal équilibrée. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, ça explique que la destruction du foie, que souvent on va avoir une cytolyse hépatique sur le bilan. Voilà, c'est dû à... Alors oui, ce que tu dis, voilà, parce qu'après, le signe, c'est que non seulement on a un foie gros et lisse, pas lisse et brillant, mais on va voir apparaître dans le sang, dans un premier temps, les gamma-GT. C'est des transamidases.
À un stade plus évolué, on va voir les GPT, c'est d'autres transaminases, et là, ça devient grave. Quand on voit des GPT élevés, donc regardez sur vos analyses, là, ça veut dire qu'on est dans un processus de destruction. Quand on n'a que les gamma-GT, il faut quand même faire attention, parce qu'on peut avoir des gamma-GT élevés pour d'autres raisons, en particulier chez les sportifs. Les sportifs qui détruisent du muscle ont des gamma-GT qui s'élèvent. Donc c'est moins grave, mais là on le vérifie tout de suite, l'échographie ne montre qu'à rien. Et du coup, ouais, donc ça se voit sur le bilan biologique, après ça se voit sur l'échographie. Voilà. Et puis forcément, après, il faut prendre les choses en main, même si du coup on n'est pas symptomatique au moment où ça arrive. Non, non, les premiers temps on sent rien du tout. Rien du tout. On sent rien du tout, on va le sentir uniquement sur les examens biologiques. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que c'est intéressant de faire les examens biologiques. Et c'est pour ça que c'est intéressant de temps en temps de faire, quand on a un foie un peu gros, d'aller faire une échographie. Carrément. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord, mais franchement, je pense qu'on a bien exploré un petit peu le sujet, même si c'était voilà un peu de manière résumée. Mais si vous avez des questions, peut-être posez-les en commentaire et ça donnera des pistes à des vidéos un petit peu plus poussées sur le sujet, parce qu'évidemment là, c'est un sujet très pointu sur lequel on a essayé de résumer en 10-15 minutes pour que ce soit accessible à tout le monde. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes se posent des questions sur le foie. Bah, déjà, à quoi ça sert, comment ça marche, c'est quoi le foie gras et c'est quoi la conséquence, et surtout, est-ce qu'on peut en guérir. Donc, je pense que tu as bien résumé. Ouais, ça va, optimiste. Voilà. Si on fait les choses comme il faut, c'est bon. Bien résumé les réponses à ces questions. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis, nous, on vous dit peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Allez, ciao, ciao.